Le son d'un verre de cristal se brisant contre un sol de marbre est fort, mais le silence qui le suivit était assourdissant. À l'intérieur de l'Obsidian, le restaurant le plus exclusif de New York, 50 des personnes les plus riches de la ville arrêtèrent de respirer. Julian Thorne, un homme valant 6 milliards de dollars et connu pour détruire des entreprises avant le petit déjeuner, venait de crier au visage d'une serveuse de 23 ans. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle pleure. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle court. Au lieu, Sonny Vance se pencha sur la table, regarda le milliardaire mort dans l'œil et murmura 7 mots qui changeraient de la trajectoire entière de Wall Street. « Crie sur moi encore. » Et ceci finit. Ce que Julian fit ensuite ne fit pas que choquer la pièce. Cela les terrifia. Vous n'allez pas croire comment cette nuit finit. La pluie à Manhattan ce mardi-là était implacable, martelant contre les fenêtres sombres du sol au plafond de l'Obsidian. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de truffe, l'acajou vieilli et la pure. Sonny Vance ajusta le col de son uniforme noir. Ses pieds palpitaient. C'était son deuxième double service d'affilée. Et le loyer de son petit appartement dans le Queens était dû dans 3 jours. Elle était épuisée, mais son visage était un masque d'indifférence professionnelle parfaite. Table 1 a besoin d'un remplissage de pinot, et soyez prudente. Le maître d'hôtel, un homme nerveux nommé Charles, siffla en passant devant elle. Monsieur Thorne est dans une humeur. Sonny n'avait pas besoin de l'avertissement. Tout le monde en ville savait qui était Julian Thorne. À 32 ans, il était le PDG de Thorne Capital, une société de capital investissement qui acquérait des entreprises en difficulté, les dépouillait pour des pièces et les revendait pour des profits massifs. Il était beau d'une manière terrifiante et acérée. Cheveux foncés, yeux gris qui ressemblaient à des nuages d'orage et une mâchoire qui pourrait couper le verre. Mais ce soir, il ressemblait à un homme au bord d'une explosion violente. Il était assis avec 2 autres hommes. L'un était son avocat, un homme en sueur nommé Peter. L'autre était Marcus Sterling, le plus grand rival de Julian. Sterling était plus âgé, plus lourd, et avait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sonny s'approcha de la table avec la bouteille de vin. « Je vous le dis, Julian, la valorisation est fausse, » disait Sterling, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. Vous achetez un navire qui coule. La division logistique de Kincaid Shipping est criblée de dettes. Julian claqua sa main sur la table. L'argenterie sauta. Ne me faites pas la leçon sur la dette, Marcus. Je connais les livres mieux que vous. Vous essayez de me sous-évaluer parce que vous voulez les actifs pour vous-même. J'essaie de vous sauver d'une erreur d'1 milliard de dollars. Sterling rictussa. Sonny se déplaça silencieusement sur le côté droit de Julian pour verser le vin. Elle avait fait cela 1000 fois. Le versement était parfait, mais juste au moment où elle commença à tourner la bouteille pour attraper la goutte, Julian tendit son bras dans un geste de frustration. Son coude frappa durement le poignet de Sonny. La bouteille ne tomba pas, mais le vin rouge éclaboussa violemment, jaillissant du verre et sur le revers de la chemise blanche impeccable, faite sur mesure de Julian. La réaction fut instantanée. Julian se leva d'un bond de sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « Pour l'amour de Dieu !» rugit-il. Le son résonna à travers les hauts plafonds du restaurant. Sonny recula, serrant la bouteille contre sa poitrine. « Monsieur, regardez ceci !» cria Julian, son visage rougissant de colère. Il n'était pas seulement en colère à propos de la chemise. Il relâchait la pression d'une négociation échouée, et Sonny était la cible facile. « Avez-vous une idée du prix de ce costume? Êtes-vous incompétente ou juste stupide? » Le restaurant entier se tut. Les fourchettes planèrent à mi-chemin des bouches. Les conversations moururent. À la table 4, un sénateur détourna le regard nerveusement. À la table 7, un magnat de la technologie regarda avec des yeux écarquillés. Charles, le maître d'hôtel, arriva en courant, le visage pâle. « Monsieur Thorne, je suis si terriblement désolé. Elle est nouvelle. Elle ne voulait pas. Je me fiche qu'elle soit nouvelle. » Julian aboya, tournant ses yeux gris vers Sonny.
Il la dominait. Je suis au milieu d'un accord qui pourrait changer l'industrie et je dois gérer une serveuse maladroite ruinant un costume à 5 000 $. Hors de ma vue. En fait, sortez de ce bâtiment. Sterling laissa échapper un petit rire moqueur. Nuit difficile, Julian. Tu ne peux même pas contrôler l'aide. Ce rire fit l'affaire. Quelque chose à l'intérieur sonicassa. Ce n'était pas l'insulte. Ce n'était même pas les cris. C'était l'arrogance. C'était l'hypothèse que parce qu'il avait des milliards et qu'elle avait un tablier, elle n'était pas un être humain. Elle pensa à son père, un homme qui s'était tué à la tâche, brisé par des hommes exactement comme Julian Thorne. Sonny ne recula pas. Elle ne s'excusa pas de nouveau. Elle s'avança. Elle posa la bouteille de vin sur la table avec un bruit sourd définitif. Le bruit était doux, mais dans le silence, il sonna comme un marteau de juge. Sonny leva les yeux. Elle fixa le regard de Julian Thorne. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne trembla pas. « Je n'ai pas renversé le vin, Monsieur Thorne, dit-elle. Sa voix était basse, stable et d'une clarté cristalline. Vous avez frappé mon bras parce que vous manquez de contrôle d'impulsion. Charles haleta. Sonny partait immédiatement. Sonny l'ignora. Elle garda ses yeux sur Julian. Vous négociez un accord pour Concade Shipping. Vous êtes stressé parce que Monsieur Sterling ici vous appâte et vous y tombez. Mais vous ne vous en prenez pas à moi. Julian semblait stupéfait. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot n'en sortit. On ne lui avait jamais parlé comme ça, ni par les membres de son conseil, ni par ses ennemis, et certainement pas par une serveuse. Sonny se pencha plus près, baissant la voix et un murmure létal que seuls les 3 hommes à la table pouvaient entendre. « Criez sur moi encore et ceci finit. » Julian cligna des yeux. « Excusez-moi. »« Ce dîner, dit Sonny, je m'en vais. Charles appelle à la sécurité. Vous faites une scène. Et M. Sterling ici retourne à ses partenaires et leur dit que Julian Thorne est si instable émotionnellement qu'il a crié sur une serveuse pour une goutte de vin. Comment pensez-vous que cela impacte votre cours de bourse demain matin? » Le silence s'étira pendant 5 secondes agonisantes. Le sourire narquois de Sterling disparut. Il regarda Julian, attendant de voir si le milliardaire allait exploser. Julian fixa Sonny. Il regarda son uniforme bon marché, ses cheveux tirés en arrière, ses yeux fatigués qui contenaient un feu qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il y vit quelque chose. Pas de la peur, de l'intelligence. Lentement, la couleur rouge s'estompa du visage de Julian. Il regarda son revers taché, puis de nouveau Sonny. Un étrange sourire tordu toucha le coin de ses lèvres. « Asseyez-vous, » dit Julian. Sonny fronça les sourcils. « Monsieur. » Julian fit un geste vers la chaise vide à côté de lui, la 4e chaise à la table destinée à un partenaire qui ne s'était pas présenté. « J'ai dit, asseyez-vous. » Julian se racle la gorge, répéta, sa voix calme maintenant, contrôlée. Il regarda Charles. « Apportez-lui un verre et un menu. »« Monsieur Thorne, Charles balbutia. « Faites-le, » commanda Julian. Puis il regarda de nouveau Sonny. « Vous pensez que je perds cette négociation? »« Je sais que vous le faites, » dit Sonny restant debout. « Prouvez-le, défia Julian. « Asseyez-vous. » Se racle la gorge. Si vous pouvez expliquer pourquoi je perds face à Sterling, je vous donnerai 10 000 $ tout de suite pour couvrir votre loyer et ce costume. Si vous ne pouvez pas, vous êtes viré. Sonny hésita. 10 000 $? C'était 6 mois de loyer. C'était la liberté. Elle regarda Sterling, qui semblait nerveux maintenant. Elle regarda Julian. Sonny tira la chaise et s'assit. « Deal, » dit-elle. L'atmosphère à la table 1 changea instantanément. Elle passa d'un spectacle public à une salle de guerre à un jeu élevé. Charles, tremblant, plaça un verre de cristal devant Sonny et le remplit du même vin millésimé qu'elle avait servi. Il se retira rapidement, l'air de s'attendre à ce que le bâtiment explose.
C'est ridicule, Julian. Marcus Sterling, souffla-t-il, redressant sa cravate. Vous allez laisser un serveur regarder des documents de fusion confidentiels. Je pars. Asseyez-vous, Marcus, dit Julian, ses yeux ne quittant pas Sonny. Vous vous plaignez que l'accord était ennuyeux. Maintenant, c'est intéressant. Il glissa une épaisse pile de papier sur la nappe vers Sonny. Concade Shipping Logistics Division. Marcus dit que la dette est toxique. Je dis que l'infrastructure vaut le risque. Qui a raison? Sonny ne toucha pas le vin. Elle tendit la main vers les documents. Ses mains, rudes à force de laver la vaisselle, tournèrent le papier croustillant et cher. Ce que Julian et Sterling ne savaient pas, ce que personne à l'Obsidian ne savait, c'était que Sonny Vance n'avait pas toujours été serveuse. Il y a 5 ans, elle avait été une prodige. Elle avait eu une bourse complète à Wharton, étudiant la comptabilité judiciaire. Elle avait un don pour les motifs, pour voir les chiffres que les gens essayaient de cacher. Mais ensuite, son père tomba malade. Les factures médicales s'empilaient, l'assurance refusa les réclamations. Elle abandonna pour travailler 3 emplois afin de payer son traitement jusqu'au jour de sa mort. Elle n'est jamais revenue. Elle n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité et le chagrin avait enterré son ambition. Jusqu'à ce soir. Sonny scanna les bilans. Ses yeux parcoururent les colonnes. Actifs, passifs, tableau d'amortissement. La table resta silencieuse pendant 2 minutes. « Eh bien, ricana Sterling, la serveuse a-t-elle besoin d'une calculatrice? » Sonny leva les yeux, ignorant complètement Sterling. Elle se tourna vers Julian. « Il vous ment, dit-elle calmement. » Les sourcils de Julian se levèrent. « À propos de la dette? » »« Non, la dette est réelle. Elle est en fait pire que ce que le résumé dit Sonny, tournant à la page 42. « Mais c'est un leurre. » « Un leurre? » Julian se pencha. « Regardez ici. » Sonny pointa du doigt une note de bas de page dans la section inventaire. Il évalue les conteneurs maritimes et la flotte à leur valeur marchande actuelle. Mais Concade détient un contrat hérité avec le port de Rotterdam, mentionné dans cet addendum ici. Ce contrat expire dans 3 mois. Elle tapota le papier. Sans ce contrat, Sonny continua, sa voix gagnant en force. La flotte ne peut pas accoster en Europe sans payer un tarif qui est éclairement plus élevé que la norme de l'industrie. La valorisation de cette entreprise chute de moitié au moment où vous signez. Sterling n'essaie pas de vous sauver d'une erreur. Il essaie de vous vendre une bombe avant qu'elle n'explose. Julian se figea. Il lui arracha le papier, lisant les petits caractères qu'elle avait signalés. Ses yeux se plissèrent. Il fit le calcul mental. Il leva les yeux vers Marcus Sterling. Sterling était pâle. Il tendit la main vers son verre d'eau, sa main tremblant légèrement. « C'est vrai, Marcus? » demanda Julian. Sa voix était terrifiante de calme. « C'est une clause standard, Julian. Nous allions renégocier l'accord pourri maudit, balbutia Sterling. « Vous me jetiez ça dessus, dit Julian, réalisant l'ampleur du piège. Vous alliez me laisser acheter Concade, laisser le contrat expirer, puis regarder mes actions couler pour que vous puissiez acheter ma société pour quelques centimes sur le dollar. » Sterling se leva brusquement. « Je n'ai pas à écouter ça. C'est de la folie. Prendre des conseils financiers d'une fille qui débarrasse les tables. Cette fille vient de me sauver 300 millions de dollars, dit Julian froidement. Sortez, Marcus. L'accord est mort, et demain je vends à découvert vos actions. Sterling lança à Sonny un regard de pure haine. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, petit rat. Vous vous êtes fait des ennemis que vous ne pouvez pas vous permettre. Il sortit en trombe du restaurant. Julian le regarda partir, puis se tourna lentement vers Sonny. La colère avait disparu de son visage, remplacé par un regard de curiosité intense. Il plongea la main dans sa poche de veste, en sortit un carnet de chèques et décapucha un stylo plume. Il écrivit rapidement, arracha le chèque et le glissa sur la table. Sonny le regarda. Ce n'était pas pour 10 000 $, c'était pour 50 000 $. Je tiens ma parole, dit Julian.
C'est pour le conseil et la chemise. Sonny fixa le chèque. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait gagné en 2 ans. Cela pouvait rembourser toutes ses dettes. Cela pouvait changer sa vie. Elle regarda Julian. « Je ne peux pas prendre ça. »« Pourquoi pas? Vous l'avez gagné. »« Parce que je ne l'ai pas fait pour l'argent, » dit Sonny, repoussant le chèque. « Je l'ai fait parce que je déteste les brutes et Sterling est une brute. » Elle se leva, lissant son tablier. « Je dois retourner au travail, Monsieur Thorne. Mon service n'est pas fini. » Elle se tourna pour partir. « Attendez, » dit Julian. Sonny s'arrêta. Julian se leva. Il était grand, 1,88 m, et pour la première fois cette nuit, il ne ressemblait pas à un tyran. Il ressemblait à un homme qui avait enfin trouvé quelque chose d'intéressant dans un monde ennuyeux. « Vous êtes gaspillé ici, dit-il. Vous avez l'esprit pour la comptabilité judiciaire. Pourquoi servez-vous des pêtes? »« La vie arrive, » dit Sonny sèchement. « Venez travailler pour moi, » dit Julian. Sonny rit, un son sec et sans humour. « En tant que quoi, votre gestionnaire d'humeur personnelle? »« Non, merci. »« En tant qu'analyste junior, » dit Julian, « Thorne Capital. Nous commençons à 120 000 $ par an, plus des bonus. Vous commencez lundi. » Le cœur de Sonny battait la chamade contre ses côtes. C'était le rêve auquel elle avait renoncé. Mais elle regarda Julian, l'homme qui lui avait crié dessus il y a 10 minutes. « Je ne travaille pas pour des gens qui crient sur leur personnel, » dit-elle. « Je ne vous crierai pas dessus, » dit Julian, un sourire narquois revenant. « J'ai l'impression que vous êtes la seule personne à New York qui crierait en retour. » Il posa sa carte de visite sur la table à côté du chèque rejeté. « Lundi matin, 8 heures, ne soyez pas en retard. » Julian Thorne jeta une pile d'argent sur la table pour couvrir la note, attrapa son manteau et sortit sous la pluie. Laissant Sonny là, la carte de visite brillante sous la lumière du lustre. Sonny ne dormit pas ce week-end-là. Elle passa le samedi et le dimanche à fixer la carte de visite. Thorne Capital. C'était la firme la plus féroce et impitoyable de la ville. Y travailler, c'était comme marcher volontairement dans une cage de lion. Mais ensuite, elle regarda son appartement, la tache d'eau au plafond, le réfrigérateur vide, les avis de recouvrement pour les factures médicales de son défunt père. Elle devait le faire. Le lundi matin, Sonny Vance sortit du métro à Wall Street. Elle ne portait pas d'uniforme. Elle portait son seul bon costume, un blazer bleu marine qu'elle avait acheté pour des entretiens il y a des années, et une paire de talons qu'elle avait polis jusqu'à ce qu'ils brillent. Le bâtiment de Thorne Capital était un monolithe de verre perçant le ciel. Quand elle arriva à la réception au 40e étage, la réceptionniste, une femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés, la regarda de haut. « Puis-je vous aider? »« Je suis ici pour voir M. Thorne. Je suis la nouvelle analyste. » La réceptionniste leva un sourcil. « Non, Sonny Vance. » La réceptionniste tapa sur son ordinateur. Elle marqua une pause. Son expression passa du dégoût à la confusion. « Monsieur Thorne vous a mise sur son calendrier personnel. Allez-y directement. Les doubles portes au bout du couloir. » Sonny marcha dans le couloir. C'était une ruche d'activité. Des hommes et des femmes en costume cher criaient dans des téléphones, regardaient des configurations à 6 écrans et se déplaçaient avec une énergie frénétique. Elle atteignit les doubles portes. Elle frappa. « Entrez !» Elle poussa les portes. Le bureau de Julian était plus grand que tout son appartement. Il avait une vue panoramique sur la rivière Hudson. Julian était debout près de la fenêtre, au téléphone. « Je me fiche de ce que dit la SEC. Réparez ça, » dit-il. Puis il raccrocha, il se tourna vers Sonny. Il semblait différent à la lumière du jour, moins sombre, mais tout aussi intense. Il la scanna de la tête aux pieds. « Vous êtes venu, » dit-il. « J'ai besoin d'argent, » dit Sonny honnêtement. « Honnêteté? Bien, c'est rare ici. » Julian se dirigea vers son immense bureau en chêne. « Voici votre première mission. » Il déposa un épais dossier sur le bureau. « Ceci est le dossier de fusion pour Sterling Industries. L'homme que vous avez rencontré au dîner,
Marcus Sterling. Sonny s'avança. Je pensais que cet accord était mort. L'accord Concade est mort, dit Julian, ses yeux étincelants. Mais vous avez humilié Sterling devant moi. Il est en colère. Il est imprudent. Quand des hommes comme Sterling se mettent en colère, ils font des erreurs. Je veux acquérir sa société. OPA hostile. Sonny ressentit un frisson. Vous voulez que je vous aide à détruire l'homme que j'ai insulté? Je veux que vous trouviez les squelettes dans son placard, corrigea Julian. Vous avez trouvé la clause de Rotterdam en 2 minutes. Je veux savoir ce qu'il cache d'autre. Vous avez 48 heures. Et si je ne trouve rien, alors vous retournez à l'Obsidian et remplissez des verres d'eau. C'était un test. Un brutal. Sonny prit le dossier. Où est mon bureau? Julian pointa du doigt un petit cubicule de verre juste devant la porte de son bureau. Là où je peux vous voir. Pendant les 2 jours suivants, Sonny vécut dans ce cubicule. Elle but un horrible café de bureau et mangea des biscuits de distributeur automatique. Elle plongea dans les finances de Sterling Industries. Au début, tout semblait parfait. Sterling était prudent. Mais Sonny se souvint du motif du restaurant. Il cachait des choses dans les notes de bas de page, dans les détails ennuyeux que personne ne vérifiait. Tard le mardi soir, le bureau était vide, à l'exception de l'équipe de nettoyage et de Julian, qui était toujours dans son bureau. Les yeux de Sonny brûlaient, se racle la gorge. Elle était sur le point d'abandonner quand elle le vit. Un paiement récurrent à une société écran dans les îles Caïmans. C'était petit, insignifiant, mais le nom de la société, se racle la gorge Lerner Corp, correspondait à un fournisseur listé dans un rapport d'impact environnemental d'il y a 3 ans. Elle croisa les dates. Chaque fois que Lerner Corp était payé, il y avait une baisse des coûts d'élimination des déchets de Sterling. Elle tira les données d'imagerie satellite pour l'une des usines chimiques de Sterling dans le New Jersey. Elle halta. Sonny attrapa les papiers et courut dans le bureau de Julian sans frapper. Julian était endormi sur son canapé en cuir, son bras sur ses yeux. Il s'assit instantanément quand elle fit irruption. « Quoi? » demanda-t-il, voix rauque de sommeil. « Je l'ai trouvé, » dit Sonny essoufflé. Elle claqua le dossier sur la table basse. « Sterling ne fait pas que falsifier les comptes. Il empoisonne l'eau. » Julian frotta son visage et regarda les données qu'elle présenta. « Expliquez. » Il contourne les réglementations d'élimination des déchets en payant une société écran pour déverser des rejets chimiques dans des zones humides protégées. C'est un déversement illégal à grande échelle. Si cela se sait, ces actions ne font pas que chuter. Il va en prison fédérale. Julian regarda les papiers. Il regarda Sonny. L'air dans la pièce se chargea d'électricité. « Vous êtes sûr? » 100%. Julian se leva. Il marcha vers elle. Il était proche, trop proche. Sonny pouvait sentir le café et le bois de cèdre cher. « Vous venez de me tendre une arme chargée, Sonny. Qu'allez-vous faire avec cela? » demanda-t-elle. « Je vais le tuer, » se racle la gorge, murmura Julian métaphoriquement. Il tendit la main et pendant 1 seconde, Sonny pensa qu'il allait toucher son visage. Sa main plana près de son épaule. « Rentrez chez vous, Sonny. Dormez. Demain, nous allons en guerre. » Sonny hocha la tête et se tourna pour partir. « Sonny? » Elle s'arrêta à la porte. « Vous n'êtes plus serveuse, » dit Julian doucement. Sonny sourit, un vrai sourire cette fois. « Bonne nuit, patronne. » Elle quitta le bâtiment se sentant invincible, mais elle ne savait pas qu'elle était surveillée. De l'autre côté de la rue, dans une berline noire aux vitres teintées, Marcus Sterling regardait Sonny Vance sortir du bâtiment de Thorn Capital. Il tenait un téléphone à son oreille. « C'est elle, » dit Sterling, sa voix dégoulinante de venin. « La fille du restaurant. Elle travaille pour lui maintenant. C'est elle qui creuse. » Une voix à l'autre bout crépita. « Que voulez-vous que nous fassions? » Sterling regarda Sonny disparaître dans la station de métro. « Je veux qu'elle ait peur, » dit Sterling. « Je veux qu'elle souhaite n'avoir jamais appris à lire. Brisez-la, et si cela ne marche pas, retirez-la. » L'intimidation commença subtilement.
D'abord, ce furent des appels téléphoniques silencieux au milieu de la nuit. Puis, Sonny remarqua une berline grise la suivant sur son trajet du matin. Mais Sonny Vance avait passé des années à esquiver les recouvreurs de dettes et à naviguer dans de mauvais quartiers. Elle n'était pas facilement ébranlée. Elle gardait la tête baissée et se concentra sur la construction du dossier contre Marcus Sterling. 3 jours après avoir trouvé le rapport environnemental, Sonny retourna à son appartement dans le Queens à 23 ans dessus. Elle était épuisée. Les lumières du couloir étaient de nouveau cassées. Elle déverrouilla sa porte et se figea. Son appartement avait été fouillé. Les coussins du canapé étaient lacérés. Quelques livres étaient déchirés. Les tiroirs étaient vidés sur le sol. Et sur le mur, peint à la bombe en lettres rouges déchiquetées, il y avait un message. Restez à servir les tables. Son cœur battait de la chamade contre ses côtes. Ce n'était pas un cambriolage, rien de valeur. Son ordinateur portable, sa petite télévision n'avaient pas été pris. C'était un message. Soudain, elle entendit le lourd craquement de bottes sur du verre derrière elle. Sonny se retourna. 2 hommes en veste sombre se tenaient dans l'embrasure de sa porte, bloquant la sortie. Ils portaient des cagoules. « Vous êtes une fille intelligente », grogna le plus grand, entrant dans la petite pièce. Il tenait un bâton télescopique. « Monsieur Sterling pense que vous avez besoin d'une leçon de vie privée. » Sonny recula jusqu'à ce que ses jambes heurtent la table basse renversée. Elle scanna la pièce à la recherche d'une arme, d'une lampe, d'un éclat de verre. N'importe quoi. « Sortez, avertit-elle, sa voix tremblante mais forte. J'ai déjà envoyé les fichiers au cloud. Me faire du mal ne l'arrêtera pas. » Peut-être pas, ricana l'homme, levant le bâton, mais cela vous fera réfléchir à 2 fois avant de les envoyer à la presse. Il frappa. Sonny s'esquiva, le bâton brisant la lampe à côté d'elle. Elle cria, se bousculant en arrière, attrapant un lourd vase en céramique. Juste au moment où l'homme leva son bras pour un 2e coup. Un craquement assourdissant remplit le couloir à l'extérieur. Le cadre de porte éclata. Les 2 hommes se figèrent. Debout dans le couloir, flanqués de 3 gardes du corps massif qui semblaient avoir été sculptés dans du granit, se tenait Julian Thorne, se racle la gorge. Julian ne ressemblait pas à un PDG. Il ressemblait à un prédateur. Il ne portait pas sa veste de costume. Ses manches étaient retroussées et son visage était un masque de rage froide et pure. « Je vous suggère de laisser tomber ça, » dit Julian. Sa voix était terrifiante de calme. L'intrus hésita. « Qui diable êtes-vous » Julian fit un signe de tête à son équipe de sécurité. La violence fut précise et terminée en 10 secondes. Le chef de la sécurité de Julian, un homme nommé Veronov, démantela les attaquants avec une efficacité professionnelle. Ils étaient au sol, attachés avec des attaches de câbles et gémissant avant même que Sonny ne puisse expirer. Julian enjamba les débris et marcha droit vers Sonny. Il ne regarda pas les attaquants. Il ne regarda pas la peinture à la bombe. Il ne regarda qu'elle. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, scrutant son visage. « Je vais bien », respira Sonny, l'adrénaline se vidant de son système, la laissant tremblante. « Comment saviez-vous » ? « J'avais une équipe de sécurité sur vous depuis mardi, » admit Julian. « Ils m'ont alerté au moment où ces hommes sont entrés dans le bâtiment. J'étais à 5 minutes. » Sonny le fixa. « Vous m'aviez fait suivre. »« Je vous avais protégé, » corrigea Julian sévèrement. « Il y a une différence. » Et clairement c'était nécessaire. Il regarda autour de l'appartement détruit. Il vit la pauvreté dans laquelle elle vivait, les meubles lacérés, la menace sur le mur. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce qu'un muscle frémisse sur sa joue. « Faites un sac, » ordonna Julian. « Quoi? »« Faites un sac, Sonny. Vous ne restez pas ici. Pas ce soir. Plus jamais. »« Je ne peux pas juste. »« Sonny, » dit Julian. Et pour la première fois, il utilisa son nom avec une douceur qui arrêta ses protestations. Il tendit la main et brossa délicatement un morceau de poussière de placo de son épaule.
Vous êtes allé après un requin pour moi. Pensiez-vous que je vous laisserai vous faire manger? Vous êtes sous ma protection maintenant. 10 minutes plus tard, Sonny était à l'arrière de la Maybach blindée de Julian, se dirigeant à toute vitesse vers Manhattan. Ils n'allèrent pas à un hôtel. Ils allèrent au penthouse de la 432 Park Avenue Tower, la maison de Julian. C'était un palais dans le ciel surplombant toute la ville. C'était austère, moderne et solitaire. La chambre d'amis est au bout du couloir à droite, dit Julian en entrant. Il se dirigea vers le cabinet de liqueur et versa 2 verres forts. Il lui entendit un. Sonny prit le verre. Ses mains tremblaient encore. Merci. Julian s'appuya contre l'îlot de marbre, la regardant. Sterling a fait une erreur ce soir. Il a essayé de me faire peur, dit Sonny. Non. Julian secoua la tête, ses yeux sombres. Il l'a rendu personnel. Les affaires sont les affaires, Sonny. Je peux pardonner l'espionnage d'entreprise. Je peux pardonner les insultes. Mais personne ne touche mes gens. Mes gens. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Sonny regarda le milliardaire. Il était prêt à commencer une guerre pour elle. Le gala annuel du solstice d'hiver est demain soir, dit Julian soudainement. Sterling y sera. Il reçoit un prix d'homme de l'année pour la philanthropie. Sonny se moqua. Philanthropie? L'homme empoisonne le New Jersey. Exactement. Julian sourit, un sourire cruel et aiguisé. Je n'allais pas y aller, mais maintenant je pense que nous devrions faire une apparition. Il regarda Sonny. Je veux que vous soyez là avec moi. Julian, je suis serveuse. Je n'ai pas ma place à un gala. Vous êtes l'analyste la plus intelligente de ma firme, dit Julian fermement. Et demain, nous n'allons pas seulement arrêter Sterling. Nous allons le détruire devant tous ceux qui l'essayent d'impressionner. Allez dormir, Sonny. Demain, nous allons chasser. La grande salle de bal du Plaza Hotel était une mer de diamants, de smoking et de faux sourires. C'était la plus grande nuit du calendrier social de New York. Marcus Sterling se tenait au centre de la pièce, tenant une coupe de champagne, se prélassant dans l'adoration de l'élite de la ville. Il se sentait invincible. Ses hommes avaient rapporté que la fille avait été gérée. Puis les doubles portes s'ouvrirent. La pièce se tote. Le murmure des conversations s'éteignit comme une flamme privée d'oxygène. Se racle la gorge. Julian Thorne entra. Il portait un smoking noir qui lui allait comme une seconde peau, mais personne ne regardait Julian. Il regardait la femme à son bras. Sonny Vance portait une robe longue en soie rouge sans profond. Elle était dos nu, élégante et audacieuse. Ses cheveux étaient relevés, révélant son cou, et elle portait un collier de diamants que Julian avait tiré de son coffre-fort personnel, une pièce valant plus que toute la maison de Sterling. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une reine. Sterling laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa, reflétant le son du restaurant il y a une semaine. Julian guida Sonny à travers la foule. La foule s'écarta pour eux comme la mer Rouge. Ils marchèrent droit vers Sterling. « Marcus, dit Julian agréablement, félicitations pour le prix. » Le visage de Sterling était pâle, ses yeux allant et venant entre Julian et Sonny. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici? » Thorne, et avec l'aide. Sonny s'avança. Elle était terrifiée à l'intérieur, mais elle canalisa chaque once de colère qu'elle avait ressentie en voyant son appartement détruit. « Je ne suis pas laide ce soir, Marcus, dit Sonny, sa voix douce. Je suis le bourreau. » Sterling rit nerveusement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Lerner Corp, » murmura Sonny. Sterling tressaillit comme s'il avait été giflé. « Je sais pour les comptes aux Caïmans, » continua-t-elle, s'approchant, ignorant les centaines de personnes les regardant. « Je sais pour les zones humides. Je sais que vous avez corrompu les inspecteurs en 2023. Vous n'avez aucune preuve, siffla Sterling, la sueur perlant sur son front. Nous avons les virements bancaires, interjeta Julian, s'approchant de Sonny. Et nous avons les images de caméras embarquées des hommes que vous avez envoyés à l'appartement de Sonny hier soir. Ils étaient très bavards une fois que la police leur a offert un accord de plaidoyer.
Sterling regarda autour de lui frénétiquement. La pièce regardait, il réalisa trop tard que ce n'était pas une visite sociale. « Sécurité !» cria Sterling. « Sortez ces gens d'ici !»« Je ne ferai pas ça. » Une voix grave résonna de côté. La foule se déplaça. Le procureur du district de New York, un homme sévère nommé Robert Holloway, sortit de derrière un groupe d'investisseurs. Il tenait un mandat. « Marcus Sterling, dit le procureur, vous êtes en état d'arrestation pour négligence environnementale, racket et complot en vue de commettre une agression. » La pièce éclata en halètements. Les caméras clignotèrent aveuglément. Sterling paniqua. Il se jeta sur Sonny. « Petite sorcière, vous avez tout ruiné. » Se racle la gorge. Il lui attrapa le bras, ses dicks s'enfonçant dans sa peau. Avant qu'il ne puisse la tirer, Julian bougea. Ce fut un flou de mouvement. Julian attrapa le poignet de Sterling, le tordit douloureusement et le poussa en arrière. Sterling trébucha sur ses propres pieds et tomba sur le tapis rouge en un tas. Julian redressa ses poignets, regardant son rival. « Je vous l'ai dit une fois, dit Julian, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse. Elle est avec moi. Touchez-la encore et vous n'atteindrez pas la voiture de police. » Deux officiers remirent Sterling sur ses pieds et le menottèrent. Alors qu'il l'entraînait, hurlant des menaces, l'élite de New York tourna ses yeux vers Julian et Sonny. Ce fut une victoire totale. Plus tard cette nuit-là, sur le balcon de la Plaza, loin des caméras, Julian et Sonny regardèrent la ville. « Vous avez bien fait, dit Julian. »« Nous avons bien fait, corrigea Sonny. » Elle frissonna dans l'air froid. Julian enleva sa veste de smoking et la drapa sur ses épaules. La chaleur de celui-ci, son odeur la submergea. « Alors, que se passe-t-il maintenant? » demanda Sonny. « Sterling est parti. Mon travail est fait. » Julian se tourna vers elle. Il regarda ses lèvres, puis ses yeux. « Le travail n'est pas fait, dit-il. J'acquiers la société de Sterling. Ce sera un désordre à nettoyer. J'ai besoin d'un directeur financier pour la nouvelle acquisition. » Les yeux de Sonny s'écarquillèrent. « Directeur financier? Julian, je n'ai pas de diplôme. Je suis une décrocheuse. »« Je me fiche des diplômes, » dit Julian intensément. « Je me soucie du talent et de la loyauté. Vous avez les deux. Prenez le poste, Sonny. » Sonny le regarda. « Est-ce que la seule raison pour laquelle vous voulez que je reste? » Julian s'approcha. La tension qui s'était accumulée entre eux depuis la nuit au restaurant se brisa finalement. « Non, » murmura-t-il. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux. C'était passionné, désespéré, le baiser d'un homme qui avait enfin trouvé son égal. Sonny l'embrassa en retour en roulant ses bras autour de son cou, la soie rouge de sa robe froissante contre sa chemise. Pendant un moment, tout fut parfait, mais ils oublièrent une chose. Marcus Sterling était un homme avec des connexions, et même menotté, il avait fait un dernier appel téléphonique. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Manhattan, peignant l'horizon en or. Mais pour Sonny Vance, le monde était sur le point de devenir noir de poids. Les titres étaient explosifs. Milliardaire arrêté au gala. La ville bourdonnait de la nouvelle de la chute de Marcus Sterling. Sonny s'assit dans son nouveau bureau à Thorne Capital. C'était une suite d'angles avec verre du sol au plafond. Elle prit une gorgée de son café, regardant la ville dans laquelle elle sentait qu'elle avait enfin une place. Pour la première fois de sa vie, elle ne s'inquiétait pas du loyer. Elle ne s'inquiétait pas du coût des courses. Elle se sentait en sécurité. Cette sécurité dura exactement 10 minutes de plus. À 9h15, les doubles portes du parquet boursier s'ouvrirent avec une violence qui fit sauter la moitié des analystes de leur siège. FBI, main loin de vos claviers, personne ne bouge. Une douzaine d'agents incoupevants envahirent le sol. C'était le chaos. Les téléphones furent claqués. Les traders se figèrent. Sonny se leva, confuse, son cœur lui sautant à la gorge. Elle se dirigea vers sa porte vitrée, mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir,
3 agents étaient là. « Sonny Vance » aboya l'agent principal. C'était un homme aux larges épaules, avec des yeux comme du silex. « Oui, » balbutia Sonny reculant. « Vous êtes en état d'arrestation pour espionnage d'entreprise, fraude électronique et délit d'initié. » Se racle la gorge. Les mots de la frappèrent comme des coups physiques. « Quoi? Non, c'est insensé. Vous avez la mauvaise personne. » « Retournez-vous et mettez vos mains derrière votre dos, » commanda l'agent, sortant une paire de lourdes menottes en acier. « Julian » cria Sonny, regardant vers le bureau du PDG. « Julian, aidez-moi. » Julian Thorne sortit de son bureau. Il semblait impeccable dans un costume anthracite, mais son visage était rempli de choc. Il se précipita vers l'agitation. « Qu'est-ce que l'enfer signifie cela? » demanda Julian, sa voix retentissant sur le silence terrifié du parquet boursier. « Vous ne pouvez pas simplement envahir ma firme. »« Reculez, Monsieur Thorne, » avertit l'agent principal, brandissant un insigne. « Ceci est un mandat fédéral. Nous avons reçu un conseil anonyme et un déversement de données à 4 heures du matin. » Se racle la gorge. Il semble que votre analyste vedette ici a été occupé. L'agent enfonça une tablette dans les mains de Julian. Elle a vendu à découvert les actions de Sterling, en utilisant un compte temporaire enregistré aux îles Caïmans sous le nom de son père décédé, expliqua l'agent à haute voix, assurant que tout le bureau puisse entendre, en utilisant des informations propriétaires qu'elle a volées de vos serveurs. Il y a 2 millions de dollars sur ce compte, Monsieur Thorne, de l'argent qu'elle a gagné en pariant contre les entreprises que vous analysiez. Sonny sentit le sang quitter son visage. C'est un mensonge. Je n'ai jamais ouvert de compte. C'est impossible. Elle regarda Julian, désespéré qu'il rit, qu'il appelle ses avocats pour jeter ses hommes dehors. Julian fixa la tablette. Il défila les données. Il vit les virements bancaires. Il vit le nom de Sonny. Il vit les horodatages. C'était un montage. Un coup monté parfait et étanche. Marcus Sterling avait un interrupteur d'hommes morts, un plan de contingence pour détruire Sonny s'il tombait d'un jour. Pendant 10 secondes terrifiantes, agonisantes, Julian ne parla pas. Il fixa juste l'écran, puis il leva les yeux. Son visage était méconnaissable. La chaleur, la passion, le partenariat qu'ils avaient partagé la nuit précédente. Tout avait disparu, remplacé par le masque froid et impitoyable du PDG milliardaire. « Est-ce vrai? » demanda Julian, sa voix dépourvue d'émotion. « Non, Julian, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai pas ça. » « Les données disent le contraire. » Julian interrompit, la coupant froidement. Il rendit la tablette à l'agent. Il redressa sa cravate, regardant Sonny comme si elle était une étrangère, comme si elle était une tache sur son tapis. « Prenez-la, » dit Julian. La pièce haleta. Sonny sentit ses genoux fléchir. « Julian, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Si elle a volé la firme, elle en paye le prix, » annonça Julian, s'y tournant pour s'adresser à ses employés qui le regardaient. « J'ai une tolérance zéro pour la trahison. Sortez-la de mon bâtiment et sécurité. Effacez ces codes d'accès maintenant. »« Julian, s'il vous plaît, » cria Sonny alors que les agents lui saisissaient les bras. L'acier froid des menottes claqua sur ses poignets, mordant sa peau. Julian lui tourna le dos. Il entra dans son bureau et claqua la porte. Il ferma les stores. Sonny fut traînée à travers le bureau. Elle vit les visages des gens avec qui elle avait travaillé, la réceptionniste qui l'avait regardée de haut, les traders qui avaient été jaloux d'elle. Ils regardaient tous avec une fascination morbide. « Je savais qu'elle était une fraude, » murmura quelqu'un. « Une fois serveuse, toujours serveuse, » ricana un autre. La marche vers l'ascenseur ressembla à une marche funèbre. Sonny fut poussé à l'arrière d'une voiture de patrouille devant le bâtiment, les lumières clignotantes l'aveuglant, tandis que des paparazzis, informés par les gens de Sterling, prirent des photos de son visage marqué de larmes. Elle avait tout perdu, sa réputation, sa liberté,
et l'homme qu'elle pensait l'aimer. La cellule de détention était une boîte en béton qui sentait l'eau de Javel et la vieille sueur. Sonny s'assit sur le banc en métal pendant 6 heures. Son beau costume était froissé. Son mascara coulait. Elle frissonnait, mais elle ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle rejouait le moment au bureau encore et encore. Il lui tourna le dos. Il ne demanda même pas d'explication. Il vit juste les chiffres et la rejeta. Elle pensa à son père, comment il était mort endetté. Elle avait tant essayé d'échapper à cette vie, et maintenant elle allait en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis, piégée par un milliardaire et abandonnée par un autre. « Vous êtes stupide, Sonny, se murmura-t-elle, serrant ses genoux. Vous étiez si stupide de penser que vous apparteniez à leur monde. La lourde porte métallique s'ouvrit avec un bruit métallique. « Vance! » grogna un garde. « Votre avocat est ici. » Sonny ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Je veux un défenseur public. »« Il est déjà payé. Bougez-vous. » Sonny se leva, ses jambes engourdies. Elle fut conduite le long d'un couloir vers une salle d'interrogatoire insonorisée. Elle entra. La porte claqua et se verrouilla derrière elle. Assis à la table métallique n'était pas un avocat. C'était Julian. Sonny se figea. Une vague de rage pure et ardente l'envahit, faisant taire sa tristesse. Julian se leva. Il avait l'air fatigué. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un élégant appareil noir. Puis, un brouilleur de signal. Il le posa sur la table et l'alluma. Puis il enleva sa veste de costume et la drapa sur la caméra de sécurité dans le coin. Sonny le regarda, tremblant de fureur. « Vous avez 5 secondes pour expliquer pourquoi je ne devrais pas crier pour le garde, » siffla Sonny, sa voix tremblant. « Vous traîtres, vous les avez laissés me traîner dehors comme un animal. » « Je devais le faire, » dit Julien rapidement, sa voix basse et urgente. Il s'approcha d'elle, ses mains levées en signe de reddition. « Sonny, écoutez-moi. Les avocats de Sterling ont parfaitement monté cela. C'était un piège pour nous deux. » « Un piège? Vous aviez l'air plutôt en sécurité dans votre bureau pendant que j'étais menotté. »« Pensez, Sonny, » plaida Julian. Si je vous avais défendu sur ce parquet boursier, le FBI m'aurait nommé comme co-conspirateur. Ils auraient gelé les actifs de Thorn Capital. Ils auraient saisi mes comptes. J'aurais été impuissant à vous aider. « Alors, vous m'avez sacrifié pour sauver votre argent? » cracha Sonny, les larmes montant de nouveau. « C'est ce que c'est, protection des actifs? » « Non, » Julian s'approcha, ignorant sa colère. « J'ai sacrifié ma réputation pour vous sauver. Je devais avoir l'air d'une victime afin de pouvoir rester libre d'opérer à l'extérieur. » Il sortit un morceau de papier plié de sa poche et le claqua sur la table. « Le chef de l'informatique de Sterling m'a appelé il y a 1 heure. Il a vu les nouvelles. Il m'a vu vous virer. Il m'a vu vous tourner le dos. Il a acheté l'acte, Sonny. Il pense que je vous déteste. Il pense que je suis de son côté maintenant. » Sonny regarda le papier. C'était une impression d'une chaîne de messages textes. « À directeur, on dirait que la fille vous a brûlé, Thorn. J'ai la clé de déchiffrement des vrais journaux de serveurs. Prouvez que Sterling a mis en place le transfert. Vous coûte 5 millions. » Sonny leva les yeux, le souffle coupé. « Il a la preuve. Il l'a. Et je le rencontre dans 30 minutes pour l'acheter, » dit Julian. « Je vais blanchir votre nom, Sonny. Je le jure. » Sonny chercha ses yeux. Les yeux gris qui avaient l'air si froids ce matin brûlaient maintenant d'intensité et de peur. Peur de la perdre. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais risquer que votre réaction soit fausse, » admet Julian doucement. « Le FBI surveillait chaque muscle de votre visage. Si vous n'aviez pas l'air sincèrement dévasté, ils auraient suspecté une collusion. Je devais vous briser le cœur pour vous sauver la vie, et je me déteste pour ça. » Il tendit la main et prit ses mains froides. « Mais nous n'avons pas encore fini, » dit Julian, sa voix durcissant. «
Le garde à l'extérieur est sur ma paie pendant 5 minutes, mais les microphones dans le couloir sont vivants. Nous devons vendre ceci. Nous devons leur faire croire que cette relation est morte. Il lui serra fort les mains. J'ai besoin que vous me criez dessus, Sonny. J'ai besoin que vous disiez tout ce que vous avez toujours voulu dire à un homme comme moi. Faites-les y croire. Sonny hocha lentement la tête, comprenant les enjeux. Elle canalisa toute la peur, l'humiliation, l'épuisement des dernières 24 heures. Elle prit d'une profonde inspiration. Elle lui arracha violemment les mains. « Vous bâtard !» cria Sonny, le son brut et perçant. Il résonna sur les murs de béton. « Je vous ai tout donné. J'ai sauvé votre entreprise et vous m'avez jeté au loup. » Julian recula, élevant sa voix pour correspondre à la sienne. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour la firme. Vous êtes un passif, Sonny. »« Je suis un être humain, » piailla Sonny, attrapant une chaise en plastique et la lançant contre le mur. Le fracas était assourdissant. « Sortez! Je ne veux plus jamais vous voir. J'espère que vous perdez chaque parfum. »« Vous êtes fini dans cette ville, Vance !» cria Julian en retour. Il se dirigea vers la porte et frappa dessus avec son poing. « Garde, sortez-moi d'ici, elle est folle. » La serrure tomba, la lourde porte s'ouvrit. Un garde surpris regarda à l'intérieur. Julian attrapa sa veste de la caméra et son brouilleur de la table. Il passa en trombe devant le garde, arrangeant sa cravate, l'air furieux. Il ne regarda pas Sonny. Mais alors qu'il passait l'embrasure de la porte, caché de la vue du garde par son propre corps, il laissa tomber sa main sur le côté et tapota ses doigts contre sa jambe 3 fois. « Je t'aime. » La porte claqua, laissant Sonny seule dans le silence. Mais cette fois, elle ne pleurait pas. Elle s'assit sur le banc en métal, s'essuya le visage et attendit. La serveuse avait fini de servir. C'était l'heure de l'addition. Pendant 48 heures, Sonny Vance resta assise dans cette cellule. Elle ne dormit pas. Elle toucha à peine la nourriture. Elle rejoua juste les 3 tapotements de Julian sur sa jambe. « Je t'aime », c'était une ligne de vie, mais à mesure que les heures s'étiraient, le doute commença à s'infiltrer comme de la moisissure noire. Et si ce n'était qu'un geste? Et si le directeur informatique ne s'était pas présenté? Et si Julian décidait que 5 millions de dollars était un prix trop élevé à payer pour une serveuse? Le matin du 3e jour, la lourde porte en acier bourdonnait bruyamment. Sonny se leva, lissant sa jupe froissée. Elle s'attendait à voir un garde avec un plateau de bouillie. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit pour révéler Robert Holloway, le procureur du district de New York, le même homme qui avait arrêté Sterling au gala. Derrière lui se tenait l'agent principal du FBI qui l'avait menotté, l'air inhabituellement penaud. « Mademoiselle Vance, » dit le procureur, sa voix résonnant dans la petite pièce en béton. « Veuillez venir avec nous. » « Suis-je transféré à Rikers ?» demanda Sonny, sa voix rauque. « Non, » dit le procureur s'écartant. « Vous êtes libéré. Toutes les charges ont été abandonnées avec préjudice. » Sonny cligna des yeux, les lumières fluorescentes piquant ses yeux fatigués. « Quoi? »« Nous avons reçu de nouvelles preuves ce matin, » murmura l'agent du FBI, évitant le contact visuel. Des journaux de serveurs cryptés de Sterling Industries. Ils prouvent de manière concluante que le compte au Cayman a été ouvert par l'adresse IP personnelle de Marcus Sterling. Les ordres de transfert furent forgés. Vous avez été victime d'un vol d'identité de haut niveau. Sonny laissa échapper un souffle qu'elle sentait avoir retenu pendant 3 jours. Ses genoux tremblèrent, mais elle refusa de tomber. « Vous êtes libre de partir, mademoiselle Vance. Nous avons une voiture qui vous attend pour vous ramener chez vous. » Sonny sortit du commissariat. L'air dehors était épais de pluie, le ciel gris reflétant son épuisement. Elle descendit les marches, s'attendant à une voiture de police. Au lieu de cela, une Maybach noire élégante familière tournait au ralenti sur le trottoir. La porte arrière s'ouvrit. Sonny hésita. Elle regarda l'intérieur sombre. Puis elle se renforça et se glissa à l'intérieur.
Julian était là. Il avait l'air terrible. Sa cravate était défaite. Ses yeux étaient injectés de sang. Et il avait une ombre de barbe sur sa mâchoire habituellement rasée de près. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Dès que la porte se ferma, les scellant dans le luxe silencieux de la voiture, Julian se tourna vers elle. Il ne dit pas un mot. Il tendit juste la main, sa main tremblant légèrement, et toucha sa joue. « Je suis désolé. » Il rapa. « Je suis tellement, tellement désolé. » Sonny le regarda. Elle vit le tribut que cela avait pris sur lui. « Vous l'avez eu? » demanda-t-elle doucement. « J'ai acheté la clé. » Julian hocha la tête. « Cela m'a coûté 5 millions. Je se racle la gorge, les porter moi-même au siège du FBI à Six Max. Je leur ai dit que s'ils ne vous libéraient pas avant midi, je poursuivrai le département de la justice pour emprisonnement injustifié et mettrai en faillite tout le bureau. » Sonny laissa échapper un court rire sec. « Vous avez menacé le FBI. » « J'étais à court de patience, » dit Julian. Il pencha la tête en arrière contre le siège en cuir, fermant les yeux un instant. « Ce furent les 3 jours les plus longs de ma vie. Pensant à vous dans cette cellule, Paisina, comment je vous y ai mise. »« Vous m'avez sorti, » dit Sonny. Elle tendit la main et prit sa main. Elle était froide. « Vous avez tenu votre parole. »« Où voulez-vous aller? » demanda Julian, ouvrant les yeux. « Chez vous, un hôtel. Partout où vous voulez. » Sonny regarda par la fenêtre la ville qui passait. Elle vit les restaurants, les bureaux, les gens se dépêchant d'aller travailler. Elle n'était pas la même personne qui était entrée dans cette cellule. Elle était plus dure maintenant, plus forte. « Ramenez-moi là où ça a commencé, » dit Sonny. Julian regarda le chauffeur, l'Obsidian. Le restaurant était fermé pour un événement privé, mais les lumières étaient tamisées, jetant une lueur dorée chaude sur les tables en acajou. La tempête faisait rage dehors contre la vitre, mais à l'intérieur, c'était le silence. Charles, le maître d'hôtel, qui avait une fois essayé de la renvoyer, attendait à la porte. Quand il vit Sonny, il ne ricana pas. Il s'inclina profondément, un respect sincère dans les yeux. « Mademoiselle Vance, » dit Charles doucement, « Monsieur Thorne, votre table est prête. » Il les conduisit à la table 1, la même table où Julian avait crié sur elle, la même table où elle avait renversé le vin. Ils s'assirent. Se racle la gorge. Charles versa une bouteille de Petrus, 1982, un vin valant plus qu'une voiture, et disparut dans les ombres. Pendant longtemps, ils burent juste le vin et écoutèrent la pluie. « Alors, » dit Sonny, brisant le silence, « Sterling est parti. Sa compagnie est en ruine. La fusion est un désordre. Que se passe-t-il maintenant? » Julian plongea la main dans sa poche de veste. Il ne sortit pas un carnet de chèques cette fois. Il sortit un épais document relié en cuir. Il le glissa sur la table. « Le conseil d'administration s'est réuni ce matin, » dit Julian. « L'acquisition de Sterling Concard est en cours même, mais l'image est un cauchemar. Les actionnaires sont terrifiés. Ils ont besoin d'un nouveau récit. Ils ont besoin d'un leader qui ne fait pas partie de l'ancienne garde. Quelqu'un qui a combattu la corruption et gagné. » Sonny regarda le document. Ce n'était pas une offre de règlement. C'était un contrat de travail. Rôle, directeur général. Entité, Sterling Concade Logistics, une filiale de Thorne Capital. Salaire de baisse de 500 000 $ d'options d'achat d'actions. Sonny fixa les chiffres. Elle leva les yeux vers Julian, la bouche légèrement ouverte. « Vous voulez que je dirige l'entreprise? » murmura-t-elle. « Julian, j'ai 23 ans. J'étais serveuse il y a 2 semaines. Vous êtes la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, » dit Julian intensément, se penchant en avant. « Vous avez trouvé la fraude quand toute mon équipe l'a manqué. Vous avez tenu tête à Sterling. Vous m'avez tenu tête. Vous avez survécu à la prison et êtes sorti en demandant « Quoi ensuite ?» Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. « Je ne veux pas une subordonnée, Sonny. J'ai des milliers d'employés qui me disent ce que je veux entendre. Je n'en ai pas besoin de plus. J'ai besoin d'une partenaire,
J'ai besoin de quelqu'un qui me regardera dans les yeux et me dira quand j'ai tort. J'ai besoin de vous. Sonny passa ses doigts sur le lettrage en relief du contrat. PDG. C'était un titre dont elle n'avait jamais osé rêver, même avant la mort de son père. C'était le pouvoir. C'était la sécurité. C'était une chance de changer l'industrie pour que des gens comme son père ne soient pas écrasés par elle. Elle regarda Julien. Elle vit l'homme qui avait crié sur elle, l'homme qui l'avait protégée, l'homme qui l'avait trahi pour la sauver. Elle prit le lourd stylo plume posé sur la table. Elle passa le stylo sur la ligne de signature, puis s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui avec une lueur vive et dangereuse dans ses yeux. « J'ai une condition, » dit Sonny. Julien ne cligna pas des yeux. « Nommez-la, le double du salaire, un siège au conseil principal, c'est le vôtre. » « Non, » dit Sonny calmement. « Ma condition est personnelle. » Elle se pencha, reflétant la posture qu'elle avait adoptée cette première nuit. « Vous êtes mon partenaire. Vous êtes mon égal. Mais si jamais vous me criez dessus encore, se racle la gorge. Homme détail d'émis. Si jamais vous me manquez de respect en public ou en privé, je ne démissionnerai pas seulement. Je prendrai cette entreprise. Je prendrai vos clients et j'enterrerai Thorn Capital si profondément que les archéologues ne le trouveront pas. Le silence s'étira pour un battement de cœur, puis lentement un sourire se répandit sur le visage de Julian Thorn. Ce n'était pas le sourire narquois arrogant d'un milliardaire. C'était le regard d'un homme qui avait enfin trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter. « Je n'attendrai rien de moins », murmura Julian. Il tendit la main sur la table et couvrit sa main avec son accord. Sonny signa le papier d'un paraphe. L'encre pénétra la page, scellant son destin. Sonny Vance, la serveuse du Queens, était partie. Se racle la gorge. À sa place était assise la PDG d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Julian se leva et lui offrit sa main. Sonny la prit, se levant dans son costume froissé, se sentant comme si elle portait une armure. Il la tira près, enroulant ses bras autour de sa taille, enfouissant son visage dans son cou. « Rentrons à la maison, PDG Vance, » murmura-t-il contre sa peau. « Rentrons à la maison, Monsieur Thorn, » répondit-elle. Ils sortirent de l'Obsidian main dans la main, sortant dans la nuit de New York. La pluie avait cessé, les nuages s'étaient écartés, et pour la première fois depuis des semaines, les étoiles étaient visibles au-dessus de la ville, brillantes, nettes et illimitées. Quelle chevauchée! De renverser du vin sur un milliardaire à signer un contrat de plusieurs millions de dollars en tant que PDG, Sonny Vance a prouvé que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber. C'est à quel point vous vous battez quand vous vous relevez. Elle a transformé sa plus grande humiliation en sa plus grande victoire. Et dans le processus, elle a apprivoisé le loup le plus dangereux de Wall Street. Cette histoire est un rappel de ne jamais laisser personne définir votre valeur par votre titre de poste. Marcus Sterling pensait pouvoir l'écraser parce qu'elle n'était qu'une serveuse. Mais il a oublié que les diamants sont faits sous pression. Et Julian, il a finalement appris qu'un vrai couple puissant est construit sur le respect, la confiance et peut-être juste un petit peu de peur. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de justice, veuillez appuyer sur ce bouton jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Cela aide vraiment l'algorithme à montrer ces histoires à plus de gens. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode. J'ai une histoire folle à venir sur une nounou qui découvre que son patron est un roi secret. Si vous étiez Sonny, auriez-vous pardonné à Julian pour la fausse arrestation? Ou auriez-vous pris le poste et l'auriez-vous ensuite viré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.